Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum. Faire entendre ce qui habituellement se sent, voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum. Écouter les fragrances, imaginer les effluves, se laisser porter par la voix et inviter l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Quel programme! Laissez-vous transporter par les parfums et les mots et savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers d'interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. Depuis sa fondation en 1828, la Maison Guerlain réinvente son patrimoine au travers de créations originales à la croisée entre l'amour du parfum et l'amour de l'art. Ces pièces d'exception sont le fruit de rencontres entre artistes et artisans qui excellent dans leur savoir-faire année après année. La Maison Guerlain, c'est aussi la longévité qui, pour l'anecdote, a connu 2 rois, un empereur, 25 présidents, parce que l'histoire de Guerlain est liée à l'histoire de la France depuis le milieu du 19e. Plusieurs centaines de fragrances ont été créées, dont certaines, comme Jiki en 1889, ont révolutionné l'univers de la parfumerie. La Maison Guerlain, c'est un patrimoine en héritage qui va du choix et l'achat des matières premières, la création, la fabrication du concentré, le remplissage et le conditionnement. Enfin, la Maison Guerlain, c'est la synergie entre l'élégance et les savoir-faire que vous incarnez, Thierry Vasseur, depuis 2008. Bonjour Thierry. Bonjour. De votre Suisse natale, vous avez gardé l'amour de la nature, le goût du beau et la soif de grands espaces. Jeune, votre passion pour les plantes médicinales grandit à travers les livres et vous allez les reconnaître et les cueillir dans la nature. La musique classique, découverte par hasard, occupe également une grande partie de votre vie. Vous rêvez de devenir chef d'orchestre. Ces passions vous permettent de développer une mémoire extraordinaire si utile à votre métier. À cette époque, vous commencez à porter habit rouge de Guerlain. Ce déguisement d'homme, comme vous l'appelez, vous a donné l'assurance et la confiance qui vous manquaient. Depuis, votre parcours est sans faute. Vous quittez l'école à 15 ans pour entamer un apprentissage dans une droguerie herboristerie. Puis vous faites vos gammes chez Givaudan et Firmenich à Genève. La route du succès s'ouvre à vous. Quelques années plus tard, la consécration arrive avec votre nomination en tant que directeur de la création chez Guerlain, prenant la suite de Jean-Paul Guerlain qui vous lègue les clés de son coffre-fort, contenant les manuscrits de ses prédécesseurs, tous les secrets des formules depuis 1828. Alors, je parlais de secrets, de patrimoine. Peut-on dire que vous en êtes l'héritier, le porte-étendard, le détenteur d'un trésor, l'interprète ou autre ? Mais en fait, tous, curieusement, parce que il nous est arrivé de paraphraser Chalimard avec Parfum Initial, donc il y a l'héritage d'un côté et puis ce qu'on peut en faire, mais sans se prendre trop au sérieux, parce que Chalimard reste ce monument. Et vous parliez de M. Jean-Paul, donc il y a des statuts de commandeur dans cette histoire que vous évoquiez. Et Chalimard, par exemple, est un des représentants illustres de la maison. Je dis bien un, parce que vous avez cité Jiki, j'aime citer L'Heure Bleue, Mitsuko, Samsara, Naema. Ce patrimoine, effectivement, il est parfois challengé par les nouvelles règlements, les nouvelles avancées de recherche toxicologique, etc. Donc, il faut garantir l'intégrité au mieux de ces chefs-d'œuvre. Et ça interpelle le parfumeur, mais aussi le manufacteur et le sourceur. C'est unique chez Guerlain aussi. Je vous invite à un petit retour en arrière. Quels sont vos souvenirs des premiers jours passés au contact de Jean-Paul Guerlain, auprès duquel vous avez appris durant 2 ans ? En fait, je l'ai rencontré avant de rejoindre Guerlain. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun, parfumeur, Gérard Anthony. J'avais dit à Gérard, écoute, comme je travaille sur un masculin, alors que j'étais chez Firmenich à l'époque avec Monsieur Jean-Paul, j'aimerais bien qu'il soit de bonne grâce, quoi. Parce qu'en fait, entre créateurs, il y a aussi cet ego avec lequel il faut travailler. Donc, c'est ce petit crétin-là qui vient, etc. Comment est-ce que... Et comme ils étaient très amis, j'ai dit, écoute, présente-le-moi, mais de façon informelle. Donc, on est allés tous les 3 à dîner dans un restaurant à Neuilly, sur Seine, et en fait, il ne m'a pas calculé. Mais il me regardait pas, il me parlait pas, il parlait à son copain Gérard, etc. Non, et le pauvre Gérard, il ramait.
Et lorsqu'on a évoqué les vieux amis de M. Guerlain, comme le parfumeur Maurice Thibault, qui était le chef parfumeur du groupe Givaudan dans les années 70-80, lorsque j'y étais, c'était mon patron. Et j'ai toujours été fidèle avec mes mentors, on dira, et que ce chef parfumeur, j'avais de ses nouvelles. Et comme Jean-Paul posait des questions à son sujet, j'avais des nouvelles fraîches de M. Thibault. Et là, je l'ai intéressé. Là, vous l'avez intéressé. C'est marrant. C'est parmi ces rencontres qui m'ont fait dire que le fait d'avoir une constance avait un aspect extrêmement positif. Et donc là, la dynamique s'est installée. Et en parlant de ces vieux potes qui étaient mes mentors, on est arrivé à une connivence extraordinaire et qu'il a eu la générosité de m'appeler son fils adoptif, même dans la presse. Et un jour, je lui disais, mais enfin, allez-y, adoptez-moi, parce que Thierry Vasseur, après tout, bon, c'est rien, ça aurait de la gueule quand même. Il me dit, ben ça existe déjà, c'est un cousin. Bon, je dis, d'accord. Là sont partis en fumée mes espoirs d'adoption. Ouais. Mais cependant, à travers lui, vous avez remonté le temps, rencontré les autres, Jacques Guerlain, Aimé Guerlain, Pierre-François Pascal Guerlain. Qu'est-ce que cette plongée dans l'histoire de famille et ses secrets vous ont appris et comment elle vous inspire encore? On voit que cette transmission, elle s'est faite de façon extrêmement humaine, justement. De presque personne naturelle. à personne. Et qu'il a appris son métier, qui est d'ailleurs le mien, celui de parfumeur, de Jacques Guerlain. Et il parle avec beaucoup d'émotion de son grand-père. Très attaché à son grand-père, qui lui a appris ce métier et cette passion. Et très jeune. Et donc, le fait qu'il me parle de façon si spontanée, proche de Jacques Guerlain, j'ai l'impression de le connaître un peu. Mais imaginez, nous étions en 2008, au XXIe siècle, et il me parle d'un collègue qui est né au XIXe, parce que Jacques Guerlain est né en 1874. Et c'est impressionnant tout de même comme réalisation. Et donc, la parfumerie de Jacques Guerlain, puisqu'elle est produite dans l'usine d'Orphin, avec justement Chalimard, L'Heure Bleue, Mitsuko, Vol de Nuit. Et j'ai l'impression d'avoir une accointance particulière. Mais cette connaissance n'existe pas que par la formule, elle existe aussi par les matières premières qui entrent dans ces formules. Et c'est là où on se rend compte de l'impact primordial des matières. Cette connivence que vous venez d'évoquer, est-ce qu'elle est liée aussi au fait qu'il était proche ou collectionneur des impressionnistes, qu'il avait une attirance particulière pour les arts, et peut-être que la collection l'art et la matière, dans laquelle la matière devient l'art, est dans la lignée? Oui, je pense qu'effectivement, c'est un fil rouge. C'est un fil rouge. Je pense que depuis Jacques, en tout cas, avant, c'est quand même beaucoup plus brumeux, je dirais, mais depuis Jacques, il y a effectivement cette proximité entre Guerlain et l'art qui est indéfectible, jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi l'art de perdurer. On va évoquer la collection d'Aqua Allegoria, qui est une allégorie des jardins. Elle cesse de séduire, inspirer et perdurer. Quel est le secret de cette longévité, peut-être en écho à ce qu'il disait? La gloire est éphémère, seule la renommée dure. Comment vous expliquez cette longévité? Je sais pas, il n'y a pas de recette à ça. Je pense qu'il n'y a pas un parfumeur au monde qui va se lever un matin en disant « Je vais te faire un de ces flops magistrales, ça va être fantastique. » Tout le monde vise la lune. Oui, mais là, on parle de longévité. Dans le pied. Mais oui, mais il y a justement des parfums qui sont très éphémères. Et je pense que dans la vie d'un parfumeur, on a plus souvent de loupés que de grands succès comme ceux-là. Vous avez évoqué à l'instant les matières premières qui sont au cœur de votre activité. On sent bien que c'est important. Et d'ailleurs, au quotidien de votre métier, le choix des matières premières vous revient. Vous allez partout dans le monde, on vous suit. Et pour certaines, vous vous inscrivez dans la lignée des 4 parfumeurs en utilisant des voies d'approvisionnement existantes depuis de nombreuses années. C'est Jean-Paul Guerlain qui vous a appris l'achat. En quoi il vous a permis de vous imprégner de la philosophie? Parce que là, on n'est pas dans la création, on est à la source. Parce qu'en fait, c'est pas du tout abstrait, c'est sources. Il y a toujours quelqu'un. Et si vous n'avez pas la sensibilité qu'il faut pour aimer tous ces quelqu'un, vous n'arrivez pas à sourcer. Et je pense à un autre sourceur, qui est Dominique Roch, chez Firmenich.
c'est un homme de terrain, c'est un homme cordial, c'est un humain fraternel. Et je pense que sans cette fraternité, vous faites rien. D'autant plus qu'elle existe, cette fraternité. Dans le monde entier, vous la vivez, vous la rencontrez. Vous la vivez si vous êtes réceptif. Et je pense que les achats de matières premières, le sourcing, comme on dit, c'est avant tout lié à ça. C'est une aventure humaine avant tout, qu'elle soit agricole d'un côté ou chez les transformateurs, c'est-à-dire ceux qui distillent la fleur, le bois, la racine, que sais-je, mais ce sont des denrées périssables. À partir du moment où vous obtenez une essence ou une absolue, je ne dis pas que c'est immortel, mais presque. Donc il y a cette transformation qui se fait, et ces transformateurs ou ces agriculteurs font partie de votre cercle, j'allais dire, intime. Pour d'autres matières, vous construisez de nouveaux itinéraires? Oui, parce que y a des routes qui sont beaucoup plus rocailleuses que d'autres. Avec des contraintes de développement durable? Aujourd'hui, on a une approche, elle n'est pas scientifique, mais disons qu'elle est au moins statistique. C'est-à-dire que si vous imaginez que pour changer quelque chose, il faut pouvoir le mesurer d'abord, savoir mesurer où vous êtes. Vous ne pouvez pas changer ce que vous n'avez pas mesuré. Parce que vos changements, ils peuvent être positifs ou négatifs. Donc vous mesurez et ensuite vous avancez. C'est pour ça que Guerlain, depuis maintenant presque 2 ans, s'est affilié en tant que membre à l'ONG UEBT, Union for Bioethical Trade, pour mesurer nos filières, pour faire un constat. Et à partir de ce constat, on imagine les pas suivants. Mais je pense que à tous les niveaux, de la direction générale jusqu'au standard de la réception ou derrière les comptoirs des boutiques, cet état d'esprit est entendu et il existe. Ça n'est pas un subterfuge de marketing ou de communication, c'est un état d'esprit qui existe dans cette maison. Qui est palpable. Oui, absolument. Et personnellement, vous préférez être sur les routes des sourcings ou derrière vos mouillettes? En posant la question, vous y répondez parce que je vous vois sourire et je suis plus heureux sur les routes. On va parler un petit peu de création. Vous comparez souvent à une histoire à raconter avec les matières premières qu'on cite. Vous les avez comparées à des mots, mais sans grammaire, sans syntaxe, en disant c'est de l'ordre de la traduction. Il n'y a pas de règle dans le parfum, c'est empirique. Bref, vous avez inventé un langage, vous l'inventez jour après jour. Alors je pense qu'il faut se faire son langage. Comment vous le qualifiez, votre langage? Plus baroque. Baroque. Oui. Mais je pense que Guerlain est baroque dans sa façon de s'exprimer. Vous apprenez à l'école de parfumerie à reconnaître des odeurs. Et ces odeurs, donc, sont comme des mots, d'après moi, et vous avez tout un vocabulaire. Comme vous l'avez noté, je dis qu'il n'y a pas de grammaire. Donc à partir du moment où il n'y a pas de règle, vous pouvez empiler les mots, mais quand est-ce qu'ils font sens? Et ça, c'est votre ordonnancement. C'est l'histoire que vous avez choisi de raconter. C'est un langage que beaucoup entendent, sans forcément le comprendre, sont les consommateurs, et beaucoup l'entendent, mais très peu le parlent, ce langage. Et chacun le parle avec son accent. Et c'est ça qui est magique. Universel, mine de rien. Oui, parce que je pense que les gens, en général dans le public, intellectualisent trop ce langage, réfléchissent trop. Et je pense que la spontanéité face à l'approche d'un parfum nouveau ou d'une odeur nouvelle, est liée à l'émotion. Et les gens cachent leurs émotions. C'est impudique de mettre sur scène ou devant les autres ses émotions. Mais je pense qu'on peut passer outre la pudeur, et même si l'on est seul face au nouveau parfum, on peut quand même se permettre de se lâcher un peu. À un moment, si vous vous souvenez bien, vous avez comparé le parfum à une danse, à un produit qui bouge, un produit vivant qui bouge. J'ai évoqué la danse, un sujet, c'était la différence entre la rose turque et la rose bulgare. Et la rose turque est extrêmement lascive, elle est bien installée, alors que la rose bulgare danse, elle est légère et elle danse. Alors, je ne sais pas, c'est une façon d'exprimer la différence entre une et l'autre de ces roses qui sont botaniquement les mêmes, mais de terroirs différents. Autrement, je pense qu'on est obligé d'utiliser des vocabulaires de description, des descriptifs à d'autres
mode artistique de s'exprimer. On parle de notes vers, on parle d'accords, on parle de texture parfois, on parle de forme olfactive. Ça veut dire quoi une forme olfactive? Lorsque vous sentez un truc, c'est complètement invisible. Et une forme. Hein. Donc vous utilisez des termes pour expliquer l'histoire que vous avez voulu raconter. Mais à quoi bon? Si je dis que le public doit s'approprier son parfum, ce choc émotionnel ressenti par rapport à son propre vécu, par rapport à sa propre culture, sa propre histoire, pourquoi voulez-vous que j'explique ce qu'il y a dans le flacon? Pour moi, c'est ridicule, mais on doit le faire. Mais lorsque on lisait dans les années 80, 90, 2000, la liste des ingrédients, alors il y a de la bergamote, il y a du jasmin, il y a de la rose, mais on dirait la liste des courses. Ça ne veut rien dire. Non, mais ça n'a pas de sens. C'est pour ça que pour moi, expliquer le parfum, on m'a demandé de le faire. Donc je le fais de bonne grâce. Mais je ne vois pas à quoi ça rime. Sans l'expliquer, vous dites aimer le paraphraser. Oui, mais ça, la paraphrase, je le prends par rapport... Dans la création. Le terme de paraphrase, je le prends parce que je n'ai pas trouvé d'autres termes plus adéquats quand on fait... qui est convenu d'appeler des flanqueurs. Ouais. Et pour moi, je dis paraphrase parce qu'en fait, c'était ainsi qu'on nommait les réductions de piano au piano d'œuvres comme des opéras. Liszt ou Thalberg en avaient fait au XIXe siècle. Donc, c'était des paraphrases d'opéra. Donc, vous prenez un opéra avec une partition complexe et puis vous transcrivez ça au piano. Et non seulement vous avez les airs, mais après, vous avez... votre propre patte en tant que, si c'est Liszt, c'était forcément un pianiste et un compositeur qui s'appropriait une partition de Verdi, il prenait les airs, mais après il se permettait des libertés. On vous entend, vous bougez les mains. Le chef d'orchestre qui est en vous, qui sommeille en vous, se met en haut. La musique, elle est en arrière-fond de vos créations. C'est cette affinité avec la musique que vous venez de citer. C'est quelque chose qui vous porte? Oui, mais pas dans la création de parfums, parce que ce serait... Beaucoup veulent faire des ponts entre les différents arts. Mais en ce qui me concerne, mon monde a besoin de cette musique. Et donc, pour mon propre équilibre, en tant qu'individu, j'ai besoin, non pas juste d'entendre, mais d'écouter. En fait, c'est un truc que je fais depuis que j'ai 10-12 ans. Je m'assieds, j'écoute, et je fais que ça. Quoi, par exemple? Vous savez pas, au début, j'ai découvert cette passion pour la musique classique avec le premier concerto de piano de Tchaïkovski. Et puis, comme j'avais 8 ans, je crois, 8 ou 9, je dis, mais c'est qui ce Tchaïkovski? Donc, j'allais voir un disquaire, parce que ça existait encore à l'époque, qui m'avait à la bonne. Puis, tu vois, ce gamin qui dépensait tout son argent de poche en disque. J'ai dit, j'ai entendu ça, premier concerto de piano de Tchaïkovski. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Donc, après, j'ai entendu la 4e, la 5e, la 6e symphonie, puis après de Tchaïkovski, je suis passé à d'autres romantiques du 19e, peut-être un peu avant, mais plus allemand, Schubert, Beethoven, et tout ce qui précédait, ça m'agaçait. Ah oui. Ah ouais, je n'aimais pas du tout. Donc je suis remonté au XXe siècle, jusqu'à Shostakovich, Prokofiev, etc., puis avant de redescendre à Mozart, voire Bach. En jouant un ou l'autre des instruments? Que dalle. Que dalle. Non, parce qu'il fallait travailler. C'est pas votre force. Non, ça, on a bien compris. Ça, c'est bien connu. Je suis un fainéant. Un fainéant, bon, qui crée quand même quelques belles choses. À propos de création, on a l'impression que les matières que vous utilisez s'associent à un ressenti immédiat. Il y a quelque chose de l'immédiateté dans les émotions spontanées que vous voulez partager, ou est-ce que c'est encore des mots, peut-être, pour expliquer tel ou tel parfum? Il y a des parfums qui sont plus spontanés que d'autres aussi. Il y a des commandes et puis il y a des expressions libres. C'est pas tout à fait la même chose non plus. Mais je pense que, comment dirais-je, l'inspiration, elle fait partie de vous. Elle vient dans votre quotidien. Et le seul problème, c'est que souvent, dans le quotidien, les gens ne sont pas suffisamment engagés dans le moment. Comment voulez-vous vous rappeler de quelque chose, ne serait-ce qu'une anecdote, si vous n'étiez pas là, véritablement? Et je pense que le fait de pouvoir rappeler
ces moments, mais ces moments sensibles à votre mémoire, vous permet ensuite de les exprimer dans votre propre vocabulaire. Vous avez dit, il me semble que le plus complexe du métier, c'est de concrétiser l'instant. C'est aussi un défi à chaque création de parfum ou à chaque expression libre. Oui, parce que si l'idée, donc, je le disais, est l'expression d'un moment, c'est comme si vous devez convoquer une photographie. Et là, la photographie, elle est figée dans le temps. Là, en revanche, le parfum, il se déroule dans le temps. Donc, il faut compresser le temps pour exprimer ce moment-là. Nous avons la visite de Viva. De Viva. Ma Viva, c'est un petit chien qui est avec moi tout le temps. Dans ces instants à capter, à faire perdurer dans un parfum, il y a l'art de la personnalisation qui est propre à Guerlain. La personnalisation, elle se joue sur beaucoup de registres chez Guerlain. Il y a le parfum sur mesure. Et puis après, il y a des parfums qui sont en boutique, comme l'art et la matière, que vous pouvez graver, vous pouvez changer le bouchon, etc. Et ça, oui, c'est important. Pourquoi ? Je disais tout à l'heure que je souhaite que notre public s'approprie son parfum. Et c'est une façon, en personnalisant son flacon, déjà, de voir s'approprier son parfum. Après, le sur-mesure, c'est un service que Guerlain a toujours offert, toujours, depuis le début. Et aujourd'hui, on perpétue cette tradition. Et là, il s'agit de rencontres. Vous rencontrez quelqu'un qui a envie de s'engager sur ce chemin, ce voyage avec vous. De plusieurs mois. Oh oui, mais justement, on ne crée pas cette émotion chez quelqu'un d'un coup de baguette magique. Hein. Et donc, les gens doivent se dévoiler un peu à vous. C'est une rencontre véritablement qui permet le plaisir, l'acceptation, l'amour de ce qui a été fait de la part du commanditaire. Sinon, vous n'y arrivez pas. C'est à chaque fois une odyssée. C'est fantastique. Hein. Parce que vous rencontrez des gens de tout horizon. Et si vous vous engagez dans cette démarche, c'est que vous avez déjà un amour particulier pour le parfum, sinon vous ne le faites pas. Vous ne faites même pas cet effort. Et donc, à chaque fois, ce sont des gens qui, justement, racontent leur enfance, ici ou là, se livrent, absolument. Ouais. Quel est le parfum que vous rêveriez de réaliser ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'avec M. Jean-Paul, un jour, on parlait de choses et d'autres, et puis on est tous les deux d'accord pour dire qu'on aurait bien aimé faire Terre d'Hermès. Mais celui que je rêve de réaliser, je ne sais pas. À quoi il ressemblerait ? Je ne sais pas, parce qu'en fait, je pense que l'écriture, elle est assez spontanée. C'est pas réfléchi. Et comme là, j'ai pas de rêve sous la main, je ne peux pas vous répondre. Pour terminer, est-ce que vous auriez une devise qui rassemblerait tout ce côté baroque qui est certes la marque de la maison, mais aussi la vôtre ? Pour graver ça dans le marbre, vous mettez une pression terrible sur la devise, sur le fronton de l'édifice. Mais vous voyez, à propos de fronton d'édifice, on voit sur les édifices de la République liberté, égalité, fraternité. Alors, la liberté, personne ne l'a, parce qu'on a tous un crédit, on a tous un train de vie, donc on est stressé par l'argent, donc on n'est pas vraiment libre. L'égalité, je pense que c'est pas vraiment un fait. Et puis je reviens à la fraternité à laquelle je crois, parce que je sais qu'elle existe, puisque je la rencontre dans mes voyages de matières premières. Donc, si j'avais un... Vous m'avez demandé quoi, hein ? Une devise, mais appelons-la autrement. Je vais citer une autre. Elle sera pas de moi, mais je pense que c'est d'aimer son prochain. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous en tout cas.
Merci de nous avoir suivis sur La Voie du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voie du Parfum, le podcast. À bientôt!